Bonjour à tous, alors ça me fait plaisir de retrouver tout le monde. D'habitude c'est la petite intro que je fais sur ma chaîne, mais pour une fois on est sur la chaîne de la FEPSEM. En effet, ça fait maintenant plusieurs semaines que je cherche à interviewer des gens qui ont monté des agences SEO et qui ont une bonne expérience en tant que prestataire de services en SEO. J'ai directement envoyé un petit message à Patrick, que j'adore, qui est aussi président de la FEPSEM. Et donc il m'a dit, écoute, très chaud pour répondre à toutes tes questions, mais à condition qu'on la poste sur la chaîne de la FEPSEM. Je lui ai dit avec plaisir, moi ce qui m'intéresse c'est le contenu, c'est que les gens est de quoi des nouveautés, des informations pour se développer en tant que consultant SEO. Et donc Patrick m'a dit écoute avec grand plaisir pour te révéler tous les secrets de 410 Gone. Donc on a parti pour avoir une petite heure directement. On va pouvoir creuser dans le cerveau de Patrick, aller lui à s'inspirer de tout ce qu'il a appris pendant toutes ces années. Écoute Patrick, est-ce que tu vas bien aujourd'hui? Est-ce que tu es prête à répondre à toutes mes questions? Bah écoute, visiblement, t'as mis une équipe du GIGN à la sortie si je réponds pas à tout, donc je peux avoir le choix, hein. Parfait. Écoute, ce que je te propose, les gens te connaissent parce que tu es à la tête de la FEPSEM, on est sur la chaîne de la FEPSEM, on est un peu sur un truc, bon bah, voilà, tu vois, on va pas abuser. Mais est-ce que tu peux nous parler un peu de ton historique en tant que prestat de service, grosso modo? Ça fait combien de temps que tu as monté 410 Gone? Est-ce que tu étais consultant avant de monter 410 Gone? Est-ce que de quelle initiative c'est parti, grosso modo? Qu'est-ce qui fait que tu t'es lancé dans cette dynamique-là à la base? Oula, beaucoup de questions à résumer en cours, mais on va essayer. En fait, un point 410, c'est pas ma première boîte. Ça, c'est un point qui est, je pense, important, c'est que j'ai tenté d'en monter une quand je devais avoir 23 ans, un truc comme ça. Et c'était tombé à peu près au moment où il y a eu la crise économique d'avant sur les subprimes, machin, tout ça. Clairement, j'étais jeune, j'avais pas d'expérience, le truc a planté, fucké, et puis fini au tribunal de commerce pour une liquidation. Voilà. Il n'y a pas que des réussites hein, dans la vie. Donc voilà. Mais en fait, tu vois, typiquement, on a dit qu'on balançait de la valeur, tu vois, c'est dans la série On apprend de ses erreurs. Un truc que j'avais essayé de faire à l'époque, c'était en mode ouais mais de toute façon faut qu'on vende peu importe le prix on s'en fout sinon c'est perdu tu sais et puis de vendre du coup à même 100 balles la journée bon après l'histoire c'était il y a 15 ans donc voilà mais ça aurait été 200 balles aujourd'hui tu vois en rapport au niveau de la vie mais ça reste une connerie en fait donc ça c'est typiquement un truc à éviter. Ça veut pas dire que si vous démarrez dans le game et que vous avez jamais rien fait, faut essayer de vous vendre 800 balles parce que ça, si à un moment donné c'est de l'arnaque pour le client aussi, quoi. Mais le côté de vouloir vendre à tout prix, pas cher, en se disant ça, en fait, ça induit un point pour moi de crédibilité auprès du client, le prix que tu mets en face. Donc un consultant aujourd'hui très débutant ou une consultante hein, d'ailleurs très débutant qui se lance ou machin. Sincèrement, je pense qu'il faut pas descendre en dessous de 300 euros, voilà, minimum, pour être sur un prix. Voilà, ok, je suis junior, donc je me facture pas comme des gens qui ont 15 ans d'expérience, mais un truc quand même un peu raisonnable. Voilà, faut pas se dire, je prends le SMIC, je divise par 20 jours dans le mois et puis ça fait ça, quoi. Ça, c'est une mauvaise idée. Et en fait, ça a introduit un truc que depuis j'ai appelé, on peut citer des marques, Léo, hein. Euh, Avec plaisir. voilà. En même temps, on est sur la chaîne de la FEPSEM, donc moi je peux décider. Mais j'appelle ça l'effet Louis Vuitton, en fait, caricaturalement parlant, parce que bah en cliché, tu vois quelqu'un qui te vend des sacs sur un marché, machin, bah potentiellement tu vas essayer de gratter 10 balles, 20 balles, 30 balles, etc. Tu vas dans une boutique Louis Vuitton pour acheter un sac à main. Alors je suis rentré une fois hein, dans une boutique Louis Vuitton, j'ai rien acheté, mais un truc qui est sûr, c'est que tu vois personne en train d'essayer de gratter 10%, machin. Voilà. Donc ça, c'est vraiment un des enseignements que j'ai tiré de cette époque-là, c'est de pas essayer de brader pour, et ça va te permettre de te construire une crédibilité auprès de tes interlocuteurs, quels qu'ils soient. Voilà. Ça, c'était le premier enseignement. Donc ouais, après ça, derrière, j'ai fait un autre truc qui a été très formateur. J'ai bossé dans une ESN pendant du coup 4 ans, où là, j'étais consultant, mais salarié et consultant sur de la gestion de projet e-commerce. Voilà. C'est là où j'ai beaucoup taffé du Magento, etc. Tu sais que Magento, c'est mon dada, hein. Ça et sur des projets très costauds. On en avait certains, on était sur des projets de déploiement e-commerce à plus d'1 million d'euros, quoi.
Donc ça, c'est une expérience qui a été hyper formatrice pour moi parce que tu joues avec des vrais process de gestion de boîte, etc. C'était une boîte qui faisait 2000 personnes. Voilà, tu es sur des vrais enjeux business pour les clients derrière. Voilà. T'es pas sur Jean-Michel qui a sorti son petit WooCommerce et puis qui vient de casser les pieds pour que tu lui fasses 10 ventes de plus, quoi. Voilà. Alors, je ne dis pas que ces projets-là ne sont pas sérieux et ne peuvent pas grandir derrière. Hein. Faut surtout pas mal l'interpréter, mais je veux dire que ces projets à grande envergure, à gros process, à gros enjeux financiers, en fait, sont hyper formateurs. Et autant on peut, en ajustant un petit peu, bien sûr, mais adapter ces process qui permettent de gérer des gros risques pour des plus petits projets, en les allégeant un chouïa, ça marche. L'inverse, en revanche, est totalement impossible. Voilà. Et en fait, ce truc-là était hyper formateur. Là-dessus, moi, j'ai une vision qui va à l'encontre de tous les vendeurs de formation X ou Y, qui est non, tu peux pas sortir de tes études et devenir un bon indépendant. Voilà. Je suis passé d'une vieille école, j'en sais rien, mais je pars du postulat que un consultant, pour moi, c'est quelqu'un qui va te vendre de l'expertise. Et dans l'expertise, il y a l'expérience. Je sais pas si on va dire seniorité, parce qu'il y a une notion souvent d'âge, connotation qui va avec, mais en fait, c'est quand tu as déjà encaissé des casseroles avant, que tu es capable de sortir de situations pas simples, etc. Pour moi, c'est ça, un bon consultant. Voilà. Et presque, je dirais, de différencier un indépendant d'un consultant, en fait. Pour moi, c'est le consultant, c'est l'expert qui va savoir le petit truc qui va bien à changer à un moment donné. Voilà. Tu vois, tu dois connaître l'histoire du mec qui facture 10 000 balles pour avoir mis un coup de marteau pour réparer un truc. Et derrière, quand tu dis, mais comment ça, pourquoi vous me facturez 10 000 balles pour un coup de marteau? Ouais, le coup de marteau, c'est 10 balles. Mais les années d'expérience pour savoir où mettre le coup de marteau, c'est 9 990 euros. Voilà. Bon, je suis assez client de ce genre de métaphore qui me paraît pertinente. Voilà. Et Ok, du top. coup, derrière, je suis passé chez l'annonceur pendant 2 ans, donc à gestion d'un e-commerce et puis piloter du SEO. C'est là où j'ai plus mis les doigts dans le SEO un peu plus énervé, où j'ai croisé un Romain Mikula à l'époque, qui était prestataire du coup de la boîte pour qui je bossais. Et donc un mec super. Fait un petit coucou au passage, je crois que tu le connais aussi. Et et derrière, par le jeu de la vie, j'ai eu l'opportunité de monter en indépendant. Au bout de 6 mois, j'avais explosé le plafond auto-entrepreneur et du coup, je montais 410 pour du coup scaler à fond, quoi. Voilà. Ok, bah écoute, je vais pouvoir suivre sur mes questions. Tu t'arrêtes pile à l'endroit qui est intéressant. Comment est-ce que tu as fait pour péter ce plafond d'indépendant? Comment est-ce que tu as fait pour trouver tes premiers clients? Comment est-ce que tu les as trouvés? À combien est-ce que tu te vendais à l'époque? Peut-être. Qu'est-ce que tu vendais d'ailleurs à l'époque? Tu vois, quel type de consultant t'étais? Et comment tu as trouvé ces clients et qu'est-ce que tu leur as vendu? Alors, je te fais la full histoire. On va exploser notre timing, hein, je te préviens. Euh, Heureusement, t'as un chrono en haut à droite là. Euh, En fait, dès que j'étais, tu vois, dans le SN où j'étais, euh, je m'étais fait un blog pour moi, tu vois, où je notais, où je traçais ma veille. En fait, c'était ma prise de notes que je publiais, en fait, Mhm. tu vois. Alors au début, ça a été sur comment créer un module Magento, tu vois, ou des petits trucs en SEO. Je me souviens, je suis passé par différentes technos dessus, et du coup, il était sur Joomla à un moment donné, ce truc. Et du coup, j'avais publié des tutos dessus sur comment utiliser ça dans Joomla pour avoir des canonicals, des machins, je sais même plus, ça remonte à trop loin, tu vois. Mais enfin bref, je publiais ça, et en fait, ce truc-là m'a accompagné. Ce site, il a changé de nom plusieurs fois. Et jusqu'à arriver à un point où quand je me suis lancé, je l'ai créé sur le nom de domaine valib.us que je possède toujours. Et Stylé. en fait, c'était un clin d'œil à un framework JS qui s'appelait Scriptaculous à l'époque, où ils avaient fait scriptaculo.us. Voilà. Donc j'ai fait ça, donc j'ai voulu faire ranker un blog français avec une extension .us. Voilà.
J'aime bien me tirer des balles dans le pied hein, quand je fais du SEO, sinon c'est pas drôle. Mais en fait, pourquoi cette histoire est importante, c'est parce que je publiais des contenus dessus sur ce que je faisais et en termes d'expertise, tu vois, vraiment le classique de tu publies du contenu, ça fait du reach et potentiellement on vient de contacter. Et un jour, je publie 2500 mots sur comment bien gérer une migration HTTP vers HTTPS. Bon, aujourd'hui, c'est fait d'emblée, facile et C'est one click, ouais. voilà. Et puis tu lances un site, il est en HTTPS dès le départ, si tu veux, la question se pose pas. Mais l'histoire dont je parle là, à 8 ou 9 ans, à l'époque, même lemonde.fr était encore en HTTP, je crois, à l'époque. Voilà. Ça, ils se disaient, on s'en fout, on reste voilà, en HTTP. Et c'était tout un sujet. Et c'est grâce à ça, en fait, qu'un dev sur un projet me contacte parce qu'il voit que mon truc en SEO, il était un peu poussé. Et il me dit, j'ai un client qui a besoin de SEO sur son Magento. Et du coup, il m'envoie ce client-là. Et ça a été mon premier client e-commerce SEO. Après, plus tard, je l'ai récupéré en dev Magento aussi. Et voilà. Mais c'est comme ça que ça s'est fait le trouvage de mon premier client. J'ai tenté de faire de la prospection téléphonique, j'ai appris que j'étais pas bon pour ça et j'ai vite arrêté. Donc j'ai continué sur ce truc-là. Après j'ai rejoint du coup l'asso, donc SEO Camp à l'époque. J'ai proposé des confs, c'est là où j'ai sorti le framework Inclocking Veritas. J'ai publié des scripts en open source quand toujours dispo sur l'obfuscation. Voilà, j'ai beaucoup joué cette carte de filer gratos des trucs pour me faire connaître. Et du coup, le côté obfuscation est bien resté et clocking aussi. Les gens pensent souvent à moi quand on parle de ça. Je suis pas le seul, hein, mais je crois que mon nom sort régulièrement sur ces sujets. Donc c'est que ça a marché. Le côté de choper du backlink pour être cité, les gens ont trop compris qu'un backlink ça coûtait de l'argent, donc le côté backlink spontané ça n'arrive plus hein, sur ces thèmes-là. En tout cas entre SEO c'est un truc qui est dommage mais qui ne se fait plus trop. Voilà, je ne peux que le regretter. Voilà donc pour la manière de trouver le premier client. Puis à l'époque je vendais de l'audit SEO et puis l'application des précaux derrière avec création de contenu, rédaction, mise en place de backlink, de cocon sémantique et compagnie. Et voilà. Et ça, du coup, c'est comme ça que tu as trouvé ton premier client, on va dire, en créant du contenu et en ayant cette dynamique, en étalant ton expertise, hein, assez simplement. Tu avais de l'expertise Exactement. parce que tu kiffais ce que tu faisais. Du Mm. coup, tu avais de l'expertise technique et ensuite, tu as pu la développer un peu plus, on va dire, et la mettre sur Internet, que ça soit directement, du coup, aller ranker en SEO avec tes articles sur Valib.us ou avec tes conférences en exposant son savoir-faire. Et donc, ça a attiré certaines personnes qui sont venues te contacter, quoi. C'est bien ça. Exactement. Et ça a été vraiment ça, voilà, puis de participer à des conférences à Hmm. droite à gauche. Voilà. Est-ce que c'est comme ça, du coup, c'est comme ça que tu as récupéré tes premiers clients. Est-ce que ça a continué d'être la source numéro un d'acquisition, la création de contenu, etc. Et si ça a arrêté à un moment ou à un autre d'être la première source d'acquisition, à quel moment est-ce que ça a arrêté? Est-ce qu'à un moment, il y a une autre source d'acquisition qui est arrivée, que tu as joué, que tu as utilisé dans 410 secondes? Yes, à un moment donné, en fait, ça a duré pendant bien 2, 3 ans où c'était vraiment quasiment que ça, quoi. Mhm. Est-ce Ça, que et tu peux nous puis dire à peu près à partir de, on est sur quelle échelle de clients, genre combien de clients ou combien de CA overall annuel ou mensuel, tu vois, quand tu es dans cette période-là, ouais, quelle taille d'équipe qu'on voit à peu jusqu'à, je près? dirais, 300 000 annuels, à peu Ok, près. ouais. Et c'est une époque où tu avais une petite équipe du coup déjà, où tu étais encore tout seul 300 000, on est trois à ce moment-là, trois ou quatre Ok, à peu près. Donc je ok. suis encore à la prod complètement à ce moment-là quasiment. Ça. Et derrière, j'ai embauché quelqu'un en commercial pur et dur. Voilà. Après, à ce moment-là, donc il y a un pari, un peu d'invest. Euh, et voilà. Et du coup, là, on a commencé à avoir d'autres démarches, à pousser différents autres moyens d'acquisition. Euh, et voilà. Après, je trouve que le monde a un peu changé depuis. En termes de méthode d'acquisition, si on doit contextualiser ça en applicable à aujourd'hui. Euh, Aujourd'hui, ça marche plus, je trouve, par du réseau physique et de la recommandation. Il y a beaucoup de ça. Je parle, si on veut aller chercher le côté
du client qui débute, en tout cas dans le SEO, le mec qui vient de lancer sa boîte ou qui veut faire sa première campagne de SEO, oui, il va partir avec ce qu'on appelle les influenceurs LinkedIn, SEO, machin, tout ça, etc. Ou ces petits trucs-là, voilà, il va aller bosser avec eux. Certains très bien, d'autres se casser les dents. Voilà. Dès qu'on part sur, ok, il y a des ambitions, il y a un projet un peu sérieux. Là, du coup, ça part plus sur de la recommandation que sur ce bon vieux. Tiens, bah, la personne va taper agence SEO ou consultant SEO sur le truc. C'est plus le même circuit. Voilà. Souvent, le problème que j'ai avec ça, entre très gros guillemets, je suis 100% d'accord et je pense que tous les modèles de prestation de services, à terme, ils migrent vers une source d'acquisition référale. Et tu le vois très bien hein, sur les plus gros cabinets de conseil, sur les plus grosses agences. C'est tout le temps le référal, leur numéro un source d'acquisition. Même moi, alors qu'il est, je pense que c'est le référal, ma top source d'acquisition. Je pense que toi, alors qu'il est chez 90, ça doit être le cas aussi. Le problème un peu cette source d'acquisition, c'est que pour ceux qui commencent, en fait, c'est assez compliqué d'avoir du référal parce que tu as peu de clients, tu as peu d'expérience et du coup c'est toujours un peu la question de comment tu trouves ta source d'acquisition initiale avant d'avoir le relais du référal. Et je pense que c'est un peu la complexité de pas mal de débutants de freelance SEO qui ont fait un petit peu d'agence, tu vois, par exemple, et qui veulent se lancer en indépendant et en fait qui n'ont pas la compréhension de la partie commerciale et qui se demandent comment est-ce que je fais pour avoir des leads, comment est-ce que je fais pour avoir des gens à contacter, comment est-ce que je fais pour avoir tout ça, quoi. Et c'est un peu là Yes. où c'est compliqué à mon avis. Bah, ça, le côté de mettre en avant ton expertise, c'est clairement une bonne chose, hein, en la publiant. En fait, le sujet, pour moi, et on va creuser. Je vais introduire deux, trois trucs de la FEPSEM qui permettent d'aider sur ça. Euh, je demanderai à l'audience de me croire sur parole quand je dis que c'est volontairement désintéressé, parce que je gagne pas un euro avec la FEPSEM, donc voilà. Mais l'idée, en fait, voilà, c'est de mettre en avant son expertise avec des cas clients, des retours d'expérience, etc. Et ça, en fait, sur la FEPSEM, on peut le faire. En fait, on peut publier des contenus, on peut publier des articles de blog, on peut mettre en avant sa fiche adhérent et on peut tous y aller ensemble pour faire ranker les pages agence SEO plus ville, consultant SEO plus ville, etc. Voilà. Moi, je sais que j'ai l'autre fois pour commencer à faire des tests. Alors, je sais pas quand les gens verront cette vidéo. Moi, ce dont je parle, c'est début décembre 2024. Mais j'ai acheté du lien pour pousser en fait les pages du site sur lesquelles, avec mon budget, hein, pas celui de l'asso, je parle. Je vois déjà les remarques. Ça, mais pour pousser les pages où bah, mon agence est citée. Et puis bah, ça bénéficiera aux autres et tant mieux. Mais là où ma page profil sur le site du coup de la FEPSEM, j'ai envoyé du lien dessus. Voilà. Petite Tu vois, technique ça va relinking jouer. parasite comme on dit sur YouTube en général. Ouais, voilà. Mais en fait, ça fait partie des trucs. Et en fait, de se mettre en avant et derrière de dire, bah voilà, regardez, j'ai publié un contenu sur le site de la Fédération nationale du métier, je suis quelqu'un de crédible. Enfin, en termes de réassurance, c'est quand même vachement plus sympa que, regardez, je publie sur LinkedIn, machin. Il y a une validation par les pairs du métier dans ce truc-là. Donc déjà, rien que ça, en termes de crédibilité, c'est un truc de fou, quoi. Et oui, il y a une adhésion qui va avec, mais ça, c'est le gros problème, je trouve, dans le SEO. Il y a plein de gens qui sont en mode essayer de tout avoir pour 0 €. Voilà. Ah, Je pense que on ça, appelle ça de quoi? référencement gratuit, hein, c'est un peu le problème. Ouais, ouais, ouais. Mais en fait, tu vois, c'est ça, c'est des groupes bugs, c'est machin, etc. Euh, oui, on peut toujours aller gratter de partout. Le bon vieux mème, je sais que t'aimes bien les mèmes, t'es mal à la taille du rat. Euh, oui, on peut toujours aller essayer de gratter, faire des trucs, etc. Maintenant, combien de temps on perd à faire ça, ça c'est un vrai sujet déjà. Et puis à côté de combien d'opportunités on passe aussi, quoi. Voilà. Pour moi, il y a ça qui est important. Donc oui, il faut aujourd'hui, quand on veut se lancer dans ce business comme dans d'autres, faut investir sur soi-même et sur sa boîte et mettre un budget marketing quel qu'il soit. Voilà. Ça fait partie des choses. Alors ça rentre un peu plus dans les mœurs, mais
Tu veux faire des webinars comme ça, bah, faut un micro un peu sympa, faut une caméra pas trop dégueu, tout ça, voilà. C'est des choses qu'on comprend, mais oui, il faut aussi investir sur ton propre SEO, acheter des liens, faut mettre en place du contenu. Si tu sais pas le faire, bah, tu sous-traites ça à quelqu'un, avoir un design pas trop dégueu, pareil, voilà. Oui, ça coûte du blé de monter une boîte à son compte, c'est pas la fête comme il y a 15-20 ans où quand il y avait 10 personnes qui faisaient le business, il y avait qu'à se ramasser pour choper des clients et on s'en fichait complètement de la tête du site. Voilà. Faut avoir ça en tête aujourd'hui. Il y a je vais pas appeler ça une barrière à l'entrée parce que c'est pas, elle n'est pas infranchissable, mais oui, faut être capable de miser sur soi-même et je serais tenté de dire que d'un point de vue crédibilité, il y a un moment, si t'es pas capable d'investir sur toi-même, t'as aucune crédibilité à dire aux clients d'investir sur eux, quoi. Voilà. Mhm. Ouais, Donc je pense que c'est t'as mis en valeur un truc qui est assez intéressant, c'est le fait que le marché du SEO il est gagné en maturité. Il y a plus de monde, voilà, il y a plus de consultants. Il y a les consultants qui étaient là il y a 10 ans, en général, ils sont encore présents. Et du coup, voilà, il y a plus de barrières à l'entrée, il y a plus de compétition, hein, assez simplement. Et les besoins au SEO ont augmenté, mais ont peut-être pas augmenté aussi vite que le nombre de prestataires SEO a augmenté. Et du coup, il y a un peu moins, c'est peut-être un peu moins facile que ça ne l'était il y a 10 ans de trouver des clients. Là où à l'époque il y avait beaucoup de demandes et peut-être un peu moins de prestats, même si je pense qu'au final, tu vois, c'est toujours une question de. Déjà à l'époque, hein, il fallait quand même être un peu visible pour que les gens viennent te contacter. Il fallait qu'ils aient un moyen de te contacter, etc. Donc je pense que c'est toujours le cas. Mais Alors, t'as plein de trucs qui sont pas faciles pour les nouveaux qui arrivent et c'est pour ça qu'il faut redoubler d'énergie et que c'est le plus acharné qui gagne, on va pas se mentir. Mais tu prends il y a 10 ans à peu près, jusqu'à même il y a un peu plus récemment, mais ça a commencé à être compliqué, ouais, depuis 6-7 ans. Les expirés, tu pouvais en ramasser à la pelle avec des RD en veux-tu en voilà, et tu les payais 10 balles. Tu montais des sites, machin, et derrière, tu te faisais un super réseau sur lequel tu vendais du lien et tu te fais du CA. Bon, les mecs dans le SEO de l'époque, les historiques, ils les ont toujours, ces sites, ils ont toujours des super réseaux, etc. Aujourd'hui, tu veux te constituer un réseau équivalent, il va falloir que tu ailles en gagner des enchères, hein. Et puis, si le truc qui repart, c'est quand même un peu moins sérieux. Donc oui, il y a cette barrière-là. Voilà. Euh, J'invite vraiment tout le monde à s'intéresser au référencement, que ce soit pour aller travailler dans des agences, ou même se lancer à votre compte si vous le souhaitez, ou aller travailler chez l'annonceur pour être in-house, etc. C'est un métier qui est passionnant et je ne peux que vous inciter à le faire. Maintenant, je pense que ça serait de la malhonnêteté intellectuelle de dire que ça se fait en 3 clics et en regardant 5 vidéos sur YouTube. La complexité technique, elle est absolument pas infranchissable si on prend le temps de se former. Maintenant, la complexité business, surtout en ce moment où l'économie, elle est quand même pas folichonne, euh, c'est pas le meilleur moment de claquer sa dème pour se lancer. À un moment donné, faut être honnête. Voilà. Euh, t'as parlé d'une partie qui est intéressante, on va rebondir dessus sur la partie backlink, le fait de construire un réseau et de faire du CA dessus. Alors qu'il est dans les offres SEO, comme tu disais, toi c'est ce que tu vendais initialement et je pense qu'alors qu'il est, c'est ce qui se vend beaucoup et c'est sûrement la meilleure manière de faire, c'est audit et mise en place des recommandations. Grosso modo, souvent ce qui se fait sur un retainer, donc tu as un forfait mensuel et tu prends plusieurs semaines, plusieurs mois pour faire cette mise en place de recos. Je pense que la plupart des prestataires de services SEO fonctionnent plus ou moins sur ce modèle. Maintenant, la question que je vais te poser, c'est souvent il y a une partie off-site, une partie netlinking qui va être dans les recommandations. Est-ce que toi, la partie netlinking, à l'heure qu'il est, tu vas recommander voilà, de mettre sur ta facture les liens que tu vas acheter pour eux directement? Est-ce que c'est un espèce de double facturation où tu mets d'un côté tes liens que tu vas payer et c'est eux qui le payent directement, ou d'un côté juste la stratégie netlinking entre guillemets, et l'achat de liens, l'exécution de l'achat de liens? Comment est-ce que tu recommandes de gérer cette partie-là vis-à-vis de tes clients en netlinking pour cette partie-là? En fait, je pense qu'il faut avoir une transparence avec le client sur ce que tu vas faire dans ta stratégie, en termes de quels sont les leviers que tu vas mettre en place. Voilà. Après,
faut que ça soit souple aussi. Voilà. Parce que selon les aléas des core updates, de comment réagit le site ou pas, tu vois, tu as une hypothèse. Regarde, demain, tu prends un site. Là, j'ai vu ton placement de produit pour la brique de lait Coco Max que tu as fait voilà, depuis le début de la vidéo. J'ai soif Et de ouf. voilà. Et du coup, il te contacte pour faire le ratio. J'avais pas d'idée de quoi prendre en exemple. Ouais. On va prendre ça. Allez, Voilà. ça sera Coco Max. Voilà. Euh, le mec fait du placement de produits discretos. Hein, on note le vrai influenceur YouTube. Et donc, il te contacte pour ça. Tu fais ton audit. Voilà. Tu dis, bah voilà, vos concurrents en termes de contenu, ils en ont tant. Là, votre maillage, faut travailler comme ça. En termes de liens, je pense qu'il va en falloir, je sais pas, 10, 50, 100, j'en sais rien, tu vois. Mais par rapport à la concurrence, tu vas mettre un chiffre en face. Tu vas dire, voilà, en termes de budget, faut prévoir tant que ça. Voilà. Bon. Il se peut que t'aies pas besoin de déployer ou que une core update ou que la manière dont réagit le site ou qu'il y ait un truc qui réagisse de fou, tu chopes un lien parce qu'il y a une OP à côté qui marche et tu chopes 2-3 liens de presse, ou même juste t'as trouvé un truc qui est game changer et qui fait que le site il performe de fou. Peut-être que tu as moins besoin de budget backlink au final et que tu vas peut-être plus rediriger ça sur des contenus. Tu vas peut-être te dire, attends, là, on va verrouiller le truc en faisant une infographie de fou qu'on va pouvoir partager, ou peut-être qu'on va faire un peu de vidéo. Du coup, voilà. Donc, je pense pour moi, ce qui est important, c'est de dire, voilà, en l'état, je pense qu'il faut faire ça et le budget, c'est ça. Voilà. Tiens, voilà, dans le budget netlinking et compagnie, et surtout que il y a quand même une bonne majorité des clients où en fait tout ça c'est assez obscur pour eux. Ça veut pas dire qu'il faut pas faire preuve de pédagogie. Il en va aussi de la crédibilité de notre métier. D'ailleurs, pour être crédible, passer les certifications de la FEPSEM, Casio, etc., c'est aussi un critère de réassurance. Voilà. Hein, mais je le glisse et puis on en sourit parce ça fait un peu placement de produit, mais c'est un vrai, c'est une vraie Moi-même certifié info, CZO, j'en voilà. suis extrêmement satisfait. Je ne peux que recommander. Yes. Et tac, tu vois, au moment où je parle, un nouveau consultant vient de prendre son adhésion sur la FEPSEM. J'ai reçu ma petite C'est notif beau. Discord, tu vois, ça fait plaisir. Donc voilà. Et du coup, l'idée, c'est de vraiment d'avoir cette transparence sur, OK, on va utiliser tant de budget, mais de s'autoriser de le reventiler différemment, en fait. Parce que, à un moment donné, tu te rends compte que tu fais du lien, ça bouge pas, c'est peut-être qu'il faut commencer à aller rebosser un peu autre chose, ou au contraire, tu as publié plein de contenu et tu vois, ça rentre pas, c'est que ça manque de lien parce que le site, il est trop jeune, etc. Voilà. On est sur un métier, on doit être sur de l'adaptation constante. Voilà. Donc oui, tu mets un budget lien dedans, si tu considères que ça fait partie des leviers pertinents, hein, bien sûr. Mais ouais, il peut bouger derrière. Mais je pense qu'il n'y a pas faut pas avoir un dogme, tu vois, de dire voilà, il y a tant de budget, machin. Tu le réajustes et t'es transparent sur ce que tu vas faire avec ton client. Bien sûr que si c'est toi qui gères la campagne de netlinking de A à Z, tu prends une marge sur la vente de liens. Après, la marge, c'est ta politique tarifaire à toi qui va la définir, hein, bien sûr. Mais c'est logique, quoi. Voilà. Ouais, 100%. Ouais, moi, juste pour être. Chacun a sa politique tarifaire différente, mais pour donner des insights un peu personnellement, je prends entre 20 et. Je vais prendre 20% sur les plus grosses campagnes où il n'y a pas besoin de beaucoup de gestion, etc. Et sur les plus petites qui ont besoin de beaucoup de technicité, on va dire, je suis plus à 50 en général. Comme ça, les gens ont l'info transparente toujours sur beaucoup de choses. Ça va quand même te prendre du temps et tu vas pas prendre 2 euros de marge sur ce lien à 10 balles. Ah ouais, c'est pour ça. Je prends pas les campagnes en dessous de 1000 € en général. C'est un peu Ouais, voilà. Mais il y a ces sujets-là et je sais que ça monte jusqu'à 9 fois le prix du lien de ce que j'ai pu échanger avec différents confrères. Ok, je vois qu'il y en a qui ont trouvé des bons modèles tarifaires, comme tu dis. T'as insisté sur une notion que je trouve vraiment cool, et j'aimerais qu'on revienne dessus, c'est la transparence client. Mhm. Je pense qu'à l'heure qu'il est, on a un métier qui est assez technique et il y a des fois où les gens utilisent un peu la technicité pour se cacher justement dans cette technicité et ne pas donner trop de transparence à leurs clients. Je pense que toi comme moi, on est pour plus de transparence, un maximum de transparence envers les clients.
Alors qu'il est, tu recommandes de communiquer à quel point avec les clients en général SEO, de quelle manière et qui vont être en fait en général d'ailleurs tes interlocuteurs chez ton client. Est-ce que tu interagis avec des directeurs marketing vers qui il faut que tu vulgarises? Est-ce que tu interagis avec des techniciens avec qui tu vas rentrer dans la technicité? Voilà. C'est quoi en général le niveau de vulgarisation que tu vas utiliser et la fréquence de On communication, on va va, dire. on va échanger avec la personne en responsabilité du projet. Voilà. Et cet interlocuteur peut changer selon la taille du client ou l'organisation de l'entreprise en face, bien sûr. Tu peux avoir plusieurs personnes sur un même projet avec qui tu vas échanger, et l'important c'est d'adapter le dialogue. Ce qui est important, comme dans tout projet, c'est d'avoir, prendre un mot emprunté à l'agilité, mais un product owner. C'est vraiment une personne qui est en charge de valider. Demain, tu peux avoir 3-4 personnes dans la réunion parce que ils ont des éléments importants à indiquer. Typiquement, imaginons, on va faire une réunion SEO chez Cocomax, par exemple. Tu vois. On va rester sur ça. Hein. Tu les appelleras pour leur demander un fee derrière. Euh, ça. Et bah, peut-être qu'on aura un responsable produit qui sera présent dans la réunion pour nous dire ouais bah le produit vous pouvez mettre ça 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 en avant dedans qui sont des qualités du produit, tu vois. Alors que le mec, le digital, il y connaît que dalle, mais il connaît super bien son produit et ça sera pertinent qu'il participe, tu vois. Tu peux avoir un commercial terrain qui va dire ouais moi les retours que j'ai du terrain c'est ça 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 qui plaît dans le produit, donc bah je vous invite aussi à le mettre en avant dans la partie digitale, quoi, tu vois. Ou peut-être de viser tel endroit en SEO local parce que bah à tel endroit j'ai remarqué qu'on en écoule plein et à tel autre endroit ils en veulent pas parce que il y a un concurrent qui est super bien implanté, vous allez vous péter les dents, quoi. Tu vois, tu peux avoir plein de trucs et c'est important en fait d'adapter le niveau de complexité du discours en fonction de l'interlocuteur. C'est vraiment ça, je pense, qui est pertinent. Et moi, le truc que je fais, c'est je fais énormément de métaphores en termes de pédagogie pour parler de ça. Tu vois, hier, j'étais avec en avant-vente avec quelqu'un qui est ophtalmo. Tu vois. Bah, j'ai passé mon temps à lui faire des métaphores par rapport à ce que je connaissais des pathologies de vue, etc. Tu vois. Mais bah en fait, le mec à la fin, il m'a dit bah merci parce que du coup, ok, vous avez un métier technique, mais c'était super clair, quoi. Et puis en plus, tu vas forcément te planter une ou deux fois en faisant une métaphore, en essayant de faire croire que tu as compris son métier, mais tu préviens en amont avec toute ton humilité. Le mec, ça le fait un peu marrer, mais il voit que tu fais un effort, tu vois, pour aller vers son métier et comprendre ce qu'il fait, faire preuve de pédagogie. Et du coup, ça te crée un lien humain aussi, tu vois, Mmh. dans l'échange, quoi. Parce qu'il voit que tu fais un effort pour aller vers lui, donc il va pas te pourrir. C'est comme quand tu vas à l'étranger et que tu essayes de parler une langue que tu maîtrises à moitié, mais la personne apprécie, même si elle te dit oh putain. Voilà. L'accent, ça va pas, Mais mais l'effort est là. ça crée du lien. Voilà. Top, bah écoute, merci beaucoup pour ces petits conseils. Justement, je vais rebondir sur un truc que tu as dit au début. Tu as dit ça dépend de la taille de la boîte. Et c'est vrai que ça dépend Mm. beaucoup de la taille de la boîte. Alors qu'il est en SEO, je pense que les boîtes les plus petites, comme les boîtes les plus grosses, ont besoin de SEO dans tous les cas. Mais si tes prestataires de services, il y en a qui sont sûrement plus faciles à closer que d'autres. Moi, alors qu'il est, j'ai pas vraiment d'expérience sur différentes tailles de boîtes. Je sais jamais trop, voilà, quel type de taille de boîte est-ce qu'il faut attaquer. Est-ce que, alors qu'il est, tu penses qu'il y a des tailles d'entreprise sur lesquelles il faut se concentrer en tant que prestataire SEO? Est-ce que tu penses qu'il y a des tailles d'entreprise sur lesquelles c'est trop compliqué, c'est mort, il vaut mieux pas y aller, quoi? Qu'est-ce que je peux te répondre à ça? En fait, je pense que vouloir, surtout en se lançant, euh, ça sert à rien de vouloir aller tout viser, tu vois. Je pense en se lançant, faut essayer de se spécialiser sur peut-être un vertical métier, tu vois, qu'on connaît par rapport à de l'expérience qu'on a pu avoir avant, et jouer cette carte à fond parce que ça va permettre de mettre en avant de l'expertise. Demain, la personne qui a fait ses études, qui a bossé 1 ou 2 ans en agence SEO et qui se dit tiens allez, je veux me lancer en indépendant, euh, pourquoi pas, hein, et se dire bah je vais aller tout viser du commerce local qui est géré par une personne qui va avoir besoin des SEO locales sur Google Maps à la boîte en B2B avec un SaaS en international
sur une techno ultra compliquée, en passant par je ne sais quoi d'autre, c'est le meilleur moyen de se péter les dents, je pense. Voilà. Et parce que les 3 quarts du temps, t'auras rien à raconter à la personne en face par rapport à ton expérience. Donc du coup, elle aura pas confiance. Et puis tu connaîtras pas en fait les vraies problématiques de ces personnes. Donc toute boîte a besoin de marketing. On peut se raconter ce qu'on veut. Il y avait un cas, je crois, c'était Aurélien Bardon qui avait dit ça une fois sur Twitter. Ça m'avait marqué. Je leur cite de temps en temps. Quand t'es la boîte qui vend des moteurs pour bateaux de croisière, bon, bah, tes clients, il y en a 10 dans le monde, ou 20, je sais pas, je connais pas exactement le marché, mais là-dessus, c'est tu prends ton téléphone ou tu vas dans les réseaux physiques où ces acheteurs-là sont présents et les chantiers, tu vas sur tout premier chantier naval que tu trouves, tu discutes avec eux, etc. et t'enchaînes. Et voilà, et là, t'as pas besoin de SEO pour ça, on va pas se mentir. Mais tout le reste, dès lors que tu es sur une structure qui a envie de développer son chiffre d'affaires via Internet, elle a besoin d'une prestation de référencement et de search marketing en général, d'ailleurs, parce que faut arrêter de penser que SEO, on a dit que SEO depuis tout à l'heure, mais maintenant tout est lié. Voilà. Ah, mais SEO, c'est Search Engine Optimization, hein. On n'a pas précisé l'engine. Ouais, Ok. mais je me permets de faire un peu d'évangélisation là-dessus parce que il y a encore beaucoup trop de gens pour moi qui sont en mode stratégie search, c'est keyword, contenu, backlink. Non, ça va beaucoup plus loin que ça aujourd'hui. Et en passant par l'ADS et le reste. Mais ça, et du coup, en fait, je pense que ce qui est important, c'est de viser des gens à qui tu as une histoire à raconter, en fait. Par histoire, je suis pas en train de parler de faire un storytelling marketing mytho. Hein. Je te parle en termes de ok, je connais votre sujet et je sais comment vous faire progresser. Voilà. Tu vois. Typiquement, toi, demain, t'as une grosse partie de ton expertise, c'est sur les casinos. Je crois que je t'ai encore vu tweeter un truc ce matin sur la dernière core update. Demain, tu rencontres un mec qui est SEO en casino. Il y a fit ou il n'y a pas fit, et il y a contrat, il n'y a pas contrat, peu importe, mais tu as des éléments à apporter dans la discussion. Et tu es capable de discuter avec l'interlocuteur en face et d'avoir des arguments. Après, ça le convainc pas, c'est un autre sujet, ça. Mais tu es capable de tenir le truc. Tu vas voir un mec sur d'autres thématiques qui n'ont rien à voir, potentiellement, tu n'auras pas la même force de persuasion. Et du coup, tu vas brûler du gaz comme pas possible. Voilà. Alors, je vais pas prendre d'exemple parce que je veux pas te vexer en disant un truc que tu connais mais que je ne sais pas. Non, mais t'as raison. Ma grosse expérience, elle est là-dedans. Voilà, et quand c'est vraiment si concentrez-vous sur vos forces, surtout au lancement. Après, les trucs vont se rajouter. Tu vois, tu vas avoir un mec qui va dire, au fait, j'ai un pote à moi qui est dans les casinos. Il m'a dit qu'il a adoré kiffer avec vous et mais peut-être que lui, en fait, c'est son pote, mais lui, il gère, je sais pas. Une marque de bagnole, je dis n'importe quoi, là on va sur des gros trucs quand même, tu vois, ou je sais pas, où le mec il a un hôtel à Malte, tu vois, par exemple, et il dit, bah voilà, vous pourriez gérer le SEO de mon site d'hôtel à Malte, parce que j'ai mon pote du casino qui m'a dit que vous étiez bon, puis du coup tu vas glisser petit à petit sur ça et tu vas rajouter une nouvelle corde à ton arc. Mais au début, pars sur les trucs, donc ouais, t'as bossé dans une boîte qui avait une spécialité ou tu as travaillé sur des clients qui avaient une spécialité, mets ça en avant et fais ta com sur ces trucs-là. Voilà. C'est vraiment le conseil que je donnerais. Et potentiellement, la taille de la boîte est secondaire, en fait, que tu vas cibler. Alors, évidemment, plus la boîte est grosse, plus elle a des process compliqués et moins tu as de chances de rentrer en tant que consultant indépendant, on va pas se mentir. Mais focalise vraiment sur un métier ou une niche, pour utiliser un terme SEO, mais un vertical que tu connais où tu as des choses à raconter. Voilà, c'est vraiment ça, je pense. Par exemple, si tu as fait 2 ans en ESN à bouffer du Magento tout le temps, tu peux te spécialiser en SEO Magento, quoi. C'est le genre de choses qui peut se faire. Exactement. Après, nous, sur 410, moi j'ai une particularité, c'est que j'ai la double casquette dev et SEO, si tu veux. Donc du coup, nous, on est capable de gérer toute la mise en place technique des choses qu'on a faites sur Magento. On a développé des modules spécialisés.
etc. Tu vois, aujourd'hui, on est capable de gérer une strate de création de contenu en full auto, y compris de catégories produits, en affectant les produits en automatique par rapport à ce qu'on trouve dans la Search Console. Et de créer la catégorie en 10 secondes. Donc voilà, je ne pense pas qu'il y ait grand monde qui sache faire ça aujourd'hui. Les seuls qui peuvent faire du Search Dex sur Magento. Voilà, mais là en fait on va... Alors Search Dexing, t'es beaucoup en général sur t'acceptes ou pas d'ouvrir une facette. Voilà. Là on vient l'ancrer en dur parce qu'on convertit une facette en fait en catégorie en dur où on va aller gérer le contenu et l'optimiser, etc. Voilà. Donc c'est encore un niveau plus poussé dans la strat. Voilà. Ok, top. Mais donc ça, ouais, c'est un axe différenciant. Ouais. Ayez un axe différenciant. Après, la connaissance de la niche, c'est un axe différenciant par rapport à vos confrères. Est-ce que tu recommandes aux gens justement qui font du SEO débutants, peut-être à la rigueur, de se spécialiser dans les leviers du SEO? Est-ce que tu recommandes de te spécialiser plus sur le SEO technique, plus sur le contenu, plus sur le netlinking, ou tu penses que le SEO doit rester un aspect généraliste et qu'un SEO il doit garder les 3 leviers entre les mains? Je vais avoir du mal à répondre à cette question. Sincèrement, perso, aujourd'hui, je me suis amusé à les creuser tous depuis le temps. Et puis aujourd'hui, je m'amuse à les creuser sur les autres leviers avec du market automation, avec de l'automatisation, avec de l'IA, avec du réseau social à côté et compagnie. Et je ne saurais et je kiffe le fait d'avoir ces différentes cartes dans mon jeu, quoi. Tu vois. Je saurais pas te dire demain par laquelle je conseillerais de commencer ou est-ce qu'il y en a qu'on peut ignorer. Donc en fait, c'est pour ça que pour moi, démarrer en indépendant, tu vois, ça, c'est pas forcément le bon truc. Et c'est voilà, d'être dans une boîte où on va te confier d'abord certains sujets où tu vas monter en compétences. Et petit à petit, tu vas pouvoir rajouter les différentes cartes et après devenir vraiment, tu vois, indépendant parce que tu as pu muscler suffisamment ton jeu pour avoir des compétences à vendre. Mais demain, être indépendant et par exemple faire que du SEO technique, ça me paraît juste. Tu vois. Ouais, Ou ouais. savoir faire que du netlinking, oui, tu vas pouvoir faire des choses éventuellement. Sur que du netlinking, allez, pourquoi pas, mais si t'es pas capable de te rendre compte que le contenu en face, il est pas suffisant pour encaisser, tu vois, les liens ou qu'il n'y a pas les trucs techniques qui vont bien, ça va être problématique aussi, tu vois. Donc, pour moi, l'hyper spécialisation sans connaître les trucs à côté et en étant indépendant, c'est pas une bonne chose. L'avantage de bosser dans une boîte, que ce soit in-house ou en agence, c'est que tu as le reste de l'équipe qui vient équilibrer les compétences et que le client en face, il a une prestation globale qui englobe tout, si tu veux. Et il a du résultat et du coup, ça se passe bien. Voilà. Donc, ce serait plutôt ça que je dirais. Tu vois, c'est d'y aller progressivement et ça va se faire par ton feeling ou les choses où tu as des facilités, hein, clairement. Mais je pense que se dire, ok, je me focalise juste sur un truc et je vends que ça va vite être léger, pardon, et tu risques de créer pas mal de frustration chez ton client, surtout si c'est une boîte qui est assez petite, tu vois, et qui vont pas en fait compenser ça en prenant, bah, si toi t'es spécialisé stratégie de contenu, qu'ils n'ont pas pris aussi un freelance à côté pour faire de l'audit technique, et puis un autre pour faire de la stratégie de netlinking, etc. Plus la boîte est petite et plus ils ont besoin de quelqu'un qui sache tout faire. Ça, je pense que c'est essentiel. Et en te lançant, il y a quand même de grandes chances que tu tombes plutôt sur ces clients-là qui vont prendre le risque de te faire confiance parce que bah, tu vas être moins cher et qu'au début, ils vont pas sortir la planche à billets pour se lancer. Donc du coup, pour moi, vaut mieux avoir quand même un éventail assez large avant de se lancer en indépendant, quoi. Ouais. Ok, bah écoute, très bonne recommandation, c'est intéressant. J'espère que ça Je aide sais que nos je vais petits. pas dans le sens de tous les vendeurs de formation et compagnie ou tous les gens qui veulent Oh non, faire de l'empowerment freelance ou je sais pas je comment on pense va que appeler ça ça. se tient. Je pense que tu peux te spécialiser, mais qu'en effet, il faut que des projets SEO plus gros. Je pense que si ça te permet de plus communiquer sur ton expertise et de marteler dessus, pourquoi pas, tu vois, c'est cool. Voilà quoi. Et quand je regarde ce qui se fait à l'international, il y a de la place pour de la spécialisation.
Je pense par exemple les SEO d'Europe de l'Est, ils sont tous monstrueux en technical et ils se vendent technical SEO, tu vois. Ils te disent, je ferai pas ton contenu, je suis une bille là-dedans. Par contre, je te solverai tous tes technical problèmes. Mais du coup, forcément, tu tapes sur des boîtes qui sont quand même d'envergure un peu plus grosse. Donc peut-être qu'au début, se faire un peu la main sur les trois et ensuite, tu sais, après, peut-être à un moment choisir si tu veux juste prendre plus de clients ou alors te spécialiser dans une. Ça peut être intéressant. Je pense que les deux se tiennent. Mais je suis assez d'accord avec toi que si tu veux être freelance SEO en mode tradi, en fait, fais les trois parce que ça sera trop compliqué sinon. À l'heure qu'il est, est-ce que tu penses que c'est quoi les business models qui sont les plus faciles à signer en SEO, à part les e-commerce Magento, s'il en reste encore à signer et que 410 les a pas tous signés. Je sais que je discutais pas mal récemment avec un chef d'agence belge qui s'appelle Vincent Van Dungan, qui m'a beaucoup aidé, qui est très intéressant, et qui disait que les SaaS et les e-commerce sont sûrement les deux business à l'heure qu'il est qui ont le plus besoin de SEO et avec lesquels c'est le plus facile de parler. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Est-ce que tu penses qu'il y a d'autres typologies de business qui sont très intéressantes à signer en SEO, dans lesquelles il y a un bon fit? Pour moi, ça va être rattaché. Le e-commerce est intéressant, les SaaS aussi. En fait, c'est le choix va dépendre de qui, en ce moment, structurellement dans l'économie, a le vent en poupe, tu vois. Demain, tu as une loi qui sort sur des subventions ou de la niche fiscale, tu vois, sur, je sais pas, tu vois, la nourriture bio. Bah, tu verras que tu auras sur le marché plein de boîtes qui vendent de la nourriture bio et qui vont te dire, on a besoin, on développe le market, machin, etc. Quand tu as une tendance sur tu vois, l'immobilier avec un nouveau truc, bah ouais, tu as plein de choses qui se passent. Tu prends, regarde le Pinel. Tant que tu avais Pinel, bah, tu as plein de mecs qui ont dépensé des sommes monstrueuses sur du Pinel. Voilà. T'as ces trucs-là, là, la cigarette électronique, ça a été, il y a eu des Ouais, trucs dans tous les le temps. CBD, Le hein. CBD, à partir du Ouais. moment où c'est arrivé, voilà, tu vois. Après, il y a une réglementation qui arrive, tu vois, qui ajuste et compagnie, mais c'est vraiment quels sont les secteurs de l'économie qui ont le vent en poupe, et en fonction de ça, tu vas aller proposer du coup des offres. C'est vraiment ça, c'est pas tu vois, le SaaS, oui, ok, parce que c'est tendance, t'as le côté un peu start-up, machin, etc. Maintenant, t'as tout et n'importe quoi dans le SaaS. Tu regardes avec les outils de code, maintenant, t'as plein de gens qui sortent des mini SaaS. Est-ce que pour autant, ils vont aller dépenser des sommes monstrueuses en SEO derrière? Je suis pas sûr. Voilà. Tu vois, donc c'est plutôt rattaché pour moi à quels sont les secteurs de l'économie qui tournent bien. Et après, ces gens-là, dans ces secteurs-là, bah, tu vas en trouver des qui vont avoir un site d'acquisition de leads, tu vois, sur un WordPress. Tu vas en avoir d'autres qui vont avoir une démarche de vente B2B avec Magento ou autre. Tu vas en avoir des qui vont te dire, ouais, bah nous, on a une chaîne YouTube, on veut que vous nous aidiez à développer le nombre de vues, etc. En fait, moi, c'est plutôt quel secteur de l'économie qui brasse du cash en ce moment, quoi. Voilà, plutôt ça, en fait. C'est un super input et là, vous avez sûrement vu la lumière qui a changé sur moi. Je suis en train de noter l'idée en fait. Parce que je trouve que c'est trop bien. C'est une bonne manière. En fait, souvent, les manières qui paraissent les plus basiques de voir le problème, c'est vraiment les meilleures. Et se dire, qui a de l'argent en ce moment, c'est eux qu'on va aller voir. C'est straightforward, mais c'est tellement efficace. Et si les SaaS, ils sont en boucle alors qu'il est, c'est parce qu'ils sont en train d'être found, d'avoir de l'argent qui est donné par des VC de manière un peu exponentielle. Et leurs VC leur disent, bon, bah voilà, c'est quoi ta LTV totale? Tes utilisateurs, il reste combien de temps? Il reste 10 ans. Bah vas-y, on peut payer 10 fois un an de trucs pour acquérir un utilisateur. Donc on peut spend à mort. Et du coup, nous qui sommes dans le market, si les gens peuvent spend, c'est chez nous qu'ils vont spend, quoi. Après, c'est comme tout, hein, tu verras que ces aspects de qui lève du cash ou pas, c'est encore une fois, ça va être attaché à des secteurs qui marchent bien en ce moment, quoi, ou qui Ouais, vont c'est bien la mode, marcher quoi. demain. Hein. Ouais, ouais, ok, c'est intéressant, tac. Hop là, je me note ça dans ma petite to-do. Ça, ouais, ça c'est vraiment la démonstration que moi je fais mes interviews juste pour noter des idées et avoir des nouvelles idées à attaquer. Euh, à l'heure qu'il est, imaginons que
tu sois freelance, tu fasses, on va dire, voilà, t'es pété le plafond à eux, donc tu vois, t'es entre 80 et 100, 120 k annuels, tu vois, par exemple, c'est souvent, à mon avis, en fait, un peu le plafond freelance. Est-ce que tu as des recommandations pour passer du modèle freelance au modèle agence, du coup, et commencer à recruter et commencer à passer à l'échelle au-dessus? Premier recrutement que j'ai fait, alors premier recrutement, c'est un gars qui est associé maintenant, c'était un dev, qui est le CTO maintenant chez 410. Mais le deuxième recrutement juste après, c'est mon assistante, tu vois, que j'ai pris, qui est office manager maintenant aujourd'hui, parce que j'aime bien de travailler dans la durée avec les gens. Euh, mais ouais, c'est de pas hésiter, encore une fois, à investir sur toi. Tu vois, quand j'investis et je prends quelqu'un en assistante, c'est un salaire à sortir, et c'est absolument pas quelqu'un qui va te créer du contenu, qui va te produire des backlinks ou te faire des audits. T'es juste sur tu poses ton cerveau pour toutes les parties administratives, juridiques, machin, etc. Voilà. Donc c'est encore une fois, c'est investi sur toi-même pour te libérer du temps sur d'autres choses ou des choses où tu as de la valeur à apporter, etc. C'est de savoir faire ces paris-là et de pas tout le temps vouloir être à gratter ou à faire machin. Parce que sinon, tu te retrouves à gérer de la compta, du juridique, des machins, ça te prend trois plombs, mais c'est pas pour ça que tu fais ce métier. Voilà. Ça, c'est un des points qui est important. Ensuite, gérer une boîte et encadrer des gens, c'est pas donné à tout le monde. Tu peux être un très bon indépendant et super bien maîtriser ton sujet. Voilà. Tu peux être le champion du monde de l'audit technique, du ninja linking, tout ce que tu veux. Et sur l'aspect humain, management et compagnie, et même savoir faire un recrutement, hein, parce que ça, c'est quand même une compétence à part entière, être une quiche monumentale, quoi. Donc, ok, vouloir faire une agence, oui, mais c'est pas forcément une évolution naturelle, tu vois. Et c'est pas forcément celle qui te correspond. Donc, faut s'interroger sur est-ce que tu as déjà eu par le passé des trucs où tu t'es retrouvé à soit encadrer ou vraiment à collaborer à fond avec des gens, même dans une asso X ou Y où tu t'es retrouvé à gérer un projet de l'asso, je sais pas, tu peux être passionné de course à pied et avoir filé un coup de main à l'asso pour organiser la randonnée du coin, tu vois, ou ce genre de truc, tu vois, de piocher un peu dans ce truc-là pour voir, ok, est-ce que tu es capable d'encadrer des gens, que ça se passe bien et que tout le monde se tape pas dessus. Parce que dès que tu montes une agence, tu ajoutes une composante de gestion d'humain. Voilà. Et l'humain ne se gère pas comme un backlink. Et quand même, on n'est pas sur le même niveau de binarité. C'est beaucoup plus aléatoire un être humain. C'est hyper intéressant, hein. Moi c'est quelque chose que j'adore, mais attention, c'est pas le même métier. Voilà. Tu vois, un truc que j'ai appris quand j'étais en ESN, justement, c'est t'avais une croyance que un dev, il évoluait et puis il devenait chef de projet. Et un dev qui devient chef de projet, ça peut très bien se passer si la personne, tu vois, a cette composante un peu humaine, organisationnelle et compagnie. Mais t'en as plein qu'en fait, Qui veulent pas, c'est pas assez le truc, simplement, quoi. même, en fait. Ils Non, ont pas clairement. envie, en plus, tu vois. Et du coup, c'est un carnage derrière. Et en fait, ce côté de te dire que de freelance, de consultant expert, tu passes à gestion d'agence, c'est pas forcément une obligation ou, tu vois, ou une voie à suivre pour tout le monde. Moi, tu vois, quand j'ai monté mon truc, c'était ok, je passe par la case freelance au début parce qu'il faut bien que je génère du cash pour pouvoir embaucher, tu vois. Mais j'avais dans la tête, ok, mais c'est pour faire une agence derrière. Voilà. Euh, Donc attention à y aller ou pas y aller parce que ça peut être l'occasion de se casser les dents. Après, tu as un truc hybride qui peut être le collectif de freelance, tu vois. T'as envie de grossir, mais tu te dis ok avec des gens, enfin manager moi des gens ça peut être compliqué. Tu peux essayer de te rapprocher d'autres gens avec qui tu peux avoir des synergies. Et au début tu fais un collectif, tu vois, je sais pas, tu peux te rencontrer, tu peux devenir pote avec un mec qui fait du dev, et puis ben vous vous renvoyez systématiquement vos clients, etc. Et tu fais un truc un peu hybride entre une agence et ça. Alors ça va casser les pieds aux clients parce que ils ont deux facturations au lieu d'une par rapport à un truc classique, tu vois, ou si tu as quelqu'un qui fait de la rédac et toi tu fais ça, t'as ce genre de choses. Voilà.
Aussi, ouais, tiens, j'y pense en réfléchissant, vois comment ça se passe avec l'encadrement de freelance. Tu vois. Si t'arrives déjà, si t'as du mal à encadrer des freelances avec qui tu bosses ou avec qui tu sous-traites, monte pas une agence, clairement. C'est encore un stade plus compliqué en termes de gestion d'humain. Donc voilà. Je sais pas si je réponds à ta Et question. pour ceux, et pour ceux qui veulent sauter le pas, justement, qui pensent que c'est fait pour eux et qui vont dedans, quelles Bah, recommandations tu fais pour c'est de rapidement se doter des bons outils et puis de savoir que bah, tout a un coût, tu vois. Donc je l'ai dit, tu vois, moi j'ai pris une assistante, tu vois, assez rapidement pour me gérer les parties ou bah, tu vois, aller faire des virements tous les fins de mois pour les salaires, j'ai mieux à faire. De vérifier la fiche de paye de machin, de trucs, pareil, c'est lui qui le fait. De faire de la relance, facture, machin, pareil, c'est des choses où j'ai pas de valeur ajoutée, si tu veux, à faire ça. Donc c'est de savoir sous-traiter ce sur quoi t'as pas de valeur. Ça, c'est important. Là, et bah, derrière, petit à petit, de bien savoir recruter. Voilà. C'est vraiment sur ces points-là. Donc, prendre des recommandations sur j'allais dire tes premiers recrutements, mais sur tous, en fait. Là. Et la recommandation, ça, c'est un truc qui est important. C'est t'appelles des gens qui ont bossé avec la personne avant, en demandant à la personne, tu lui demandes des noms, hein, et tu vérifies le truc. Mais le côté de ouais, bah c'est un pote à moi, tu peux l'appeler, il est cool, c'est de la merde en reco, ça, en fait. Parce que si il faut que tu aies la reco de quelqu'un qui a déjà travaillé sur ce sur quoi tu as besoin, toi, pour te faire un vrai avis. Parce que le pote de machin ou le pote de truc, tu sais pas comment il est dans le job, en fait. Et il peut te raconter du flan. T'as déjà tellement de mecs qui racontent du flan sur soi-disant ils ont une activité florissante sur Twitter et en fait tu creuses un peu ou t'entends des échos, t'apprends que leur CB elle est refusée sur des paiements à droite à gauche. Donc attention à l'esbrouf et, et voilà. Ok, ok, c'est intéressant. En termes de management, justement, est-ce que tu as des recommandations sur comment tu gères une équipe? Comment est-ce que tu t'organises en fait avec ton équipe? Comment tu fais pour faire de la montée en compétences avec eux, etc. Au-delà du recrutement, je vois bien la phase recrutement et ensuite, comment est-ce que tu fais pour gérer ton équipe? Tiens, un truc qu'on n'a pas dit avant, mais tu as parlé de monter en compétences, ce qui est intéressant, c'est d'investir sur soi-même aussi en formation, tu vois. Moi, dans les premiers trucs que j'ai fait quand je me suis lancé en SEO, je suis allé faire à l'époque le bootcamp de Laurent, je suis allé faire derrière, je suis allé payer ma taxe d'habitation dans les locaux de d'IX Lab, donc chez les frères Perronnet, avec la masterclass et puis sur 2 jours et puis deux trois autres derrière, voilà. J'ai pu rencontrer du coup à l'époque Paul dans un bootcamp de Laurent, etc. Enfin bref, c'est de faire le tour de plusieurs formations pour croiser des choses et aller au bout des choses. Moi, je ne peux que conseiller celle des Perronnais que je trouve très intéressante parce que on n'est pas sur du je te balance un tips, mais on est sur je t'apprends à réfléchir et à analyser les trucs. Et ça, je trouve que c'est intéressant parce que au moins, ça t'apprend à analyser une situation et à analyser les futures situations. Et ça, c'est hyper enrichissant. Voilà. Donc, ouais, d'investir sur soi-même. Et derrière, bah, du coup, forcément, une fois que tu as des gens chez toi, c'est d'investir sur eux. Voilà. Et pas que sur l'aspect montée en compétences techniques. Tu vois. Typiquement, une formation qu'on a pris pour nos équipes cette année, c'était une formation gestion de la relation client. C'était un truc sur 2 jours. Et dedans, ils avaient à un moment donné un atelier de bah voilà, t'as un client qui est vénère, comment tu gères? Et le comment tu gères passe par des leviers qui ne sont pas que oui, mais si, regarde, j'ai le chiffre qui dit que machin, ça en vient. Non, c'est un aspect pareil humain où il faut que ton consultant il sache manager un peu son client, faire preuve d'empathie, tu vois, t'as tous ces trucs-là, c'est pas que du solutionnisme avec de l'indicateur technique pur et dur. Voilà. Donc, t'as aussi ça. Donc, ouais, d'investir sur ces équipes en formation. Les gens l'ignorent, mais t'as
tu as un budget formation qui est compris dans tes cotisations avec c'est ton OPCO. Vous avez déjà entendu parler de Calliope, etc. Un peu tous normalement. Ça, c'est ce qui permet à des boîtes derrière de vendre en utilisant le budget formation. Bah, du coup, utilisez le vôtre, voilà. Et prenez des formations pour vos équipes, quoi. Voilà. Tu vois, si t'es en agence, du coup, tu cotises à ces trucs-là. Et en agence, normalement, tu es rattaché à la convention collective du Syntec et tu as tout un catalogue sur le Syntec de différentes formations. Et dedans, tu as de la prospection commerciale, à du développement informatique, à des choses en marketing. Alors peut-être que le marketing, tu vas aller chercher des trucs pas de ton côté. Mais la partie gérer une relation client, une stratégie commerciale, tu as des formations là-dedans. Donc suivant ton équipe, là où elle pêche, où tu as des trucs, tu sens que c'est moins leur force, bah, tu peux les faire former sur ça et c'est pris en compte par ton truc. Alors tu as des quotas annuels, bien sûr, mais il faut pas hésiter à les taper là-dedans. Ouais. Voilà, clairement. Donc ouais, d'investir sur ces équipes. Derrière, nous on est en 100% télétravail, donc on est sur un truc un peu plus particulier en termes de management. Voilà. Dans les choses, ouais, pareil, investir dans le matos IT. J'ai tellement vu de boîtes où ils prennent un PC à 400 balles et puis basta, mais bah, tu payes un gars, je sais pas, 30, 40, 50 000 selon le profil, et en fait, bah, tu lui fais perdre 1 heure par jour avec un PC qui rame. C'est un peu con, quoi. Autant mettre 1200 balles s'il faut dans l'ordi, et puis derrière, t'as le mec qui peut dépoter, quoi. Pas le mec ou la nana, bien sûr. Et voilà. Ça, c'est aussi un des points importants. Ouais, c'est d'investir sur les gens, en fait. Il y a un moment donné, tu fais un pari, tu y vas à fond, quoi. Ouais. Donc, pas être cheap. Mais en revanche, pas hésiter à mettre en place des objectifs, tu vois, qui soient vérifiables. Ça, parce que l'esbrouf, ça peut aussi marcher de quelqu'un qui te raconte monts et merveilles, et en fait, il se passe rien. Et pas hésiter aussi, quand tu es en agence, à faire des enquêtes de satisfaction client. C'est intéressant pour aller choper des avis, tu vois, déjà pour ton site, etc., dans ta strat. Et puis ça peut aussi te permettre de remonter, bah tiens, oui, j'ai tel consultant, son reporting, je comprends pas, tu vois, ou tu peux avoir des petits trucs comme ça, ou tiens, j'ai pas reçu la facture, tiens, c'est bizarre, et tu vois, ça te fait remonter un process qui déconne, en fait, dans ta boîte, et que tu peux améliorer. Voilà. Donc savoir, même si c'est plus toi qui es en lien avec les clients, savoir les contacter de temps en temps pour faire un petit point là-dessus, quoi. Dans Ok. des boîtes un peu conséquentes, tu vas avoir, c'est un métier, ça s'appelle un CSM, un Customer Success Management. Je Voilà. vois bien. Et voilà. Justement, tu as parlé pas mal de relations clients. Et j'aimerais un peu conclure tranquillement cette interview sur top 3 ou top 5 des tips de Patrick Valibus pour de la relation client. Pour améliorer sa relation client, un petit top 3 tips vérifiables, actionnables, directs, en mode on fait les SEO, tu vois, on lâche du tips à l'ancienne. Est-ce que tu as 3 tips actionnables directement demain, le tip Centrix, le hack relation client, en fait. Alors, en fait, c'est, je sais pas si on va aller à 3, mais en fait, c'est faire ce qu'on dit et dire ce qu'on fait. En fait, c'est, tu vois, c'est peut-être qu'on peut résumer comme ça. C'est ça qui va te permettre de créer de la confiance. Et du coup, tu t'engages typiquement sur faire un reporting mensuel, ce qui est très bien hein, comme rythme dans les 3/4 du temps. Bah, c'est de l'envoyer. Tes indicateurs avec lesquels tu t'es mis d'accord sur le projet avec le client, ça aussi c'est une astuce, c'est mets-toi d'accord sur les indicateurs que tu mets en place et assure-toi qu'ils sont compris par le client. Parce que si lui, ce qu'il attend, c'est une augmentation de son nombre de rendez-vous et que toi, tu lui indiques juste, il y a des impressions en plus dans la Search Console, ça va te péter à la figure à un moment donné, quoi. Ça va pas le faire. Et donc de se mettre d'accord et de l'envoyer régulièrement, donc tous les mois si c'est tous les mois, y compris si le truc c'est péter les genoux. Voilà. Parce que, ok, tu vas peut-être te faire souffler dans les bronches ou à minima, tu vas avoir un client inquiet à gérer, mais si tu retardes le truc, il va voir que t'as pas envoyé tout de suite parce que le truc a baissé, et du coup il va se dire qu'est-ce qu'il essaye de me planquer. Voilà. Alors que si tu dis bah voilà, là les trucs ont baissé,
je l'ai vu en faisant le reporting que je vous envoie, j'ai trouvé pourquoi, ou même je sais pas encore la raison, je suis en train de chercher et je te recontacte dès que j'y vois un peu plus clair et je te propose un plan d'action. Voilà. Et en fait, de savoir faire cette action, de dire ok, c'est la merde. Pour l'instant, j'en sais rien, mais je cherche une solution et je reviens vers toi dès que j'en ai une. Bah, en fait, t'as fait le job. Il faut trouver la solution derrière ou faut revenir rapidement pour dire écoute, je suis désolé, j'y arrive pas, mais t'as pas abandonné la personne et t'as montré que t'étais en train de t'impliquer dans le truc, quoi. Voilà, y compris quand c'est pas juste pour te la racler parce que t'as fait plus 20% que le mois d'avant, quoi. Voilà. Et faire preuve de transparence aussi quand ça va pas, ça c'est, je pense, le point peut-être le plus important dans la gestion de la relation client. Voilà. C'est Ok. voilà, s'il y en a un, c'est celui-là. Voilà. C'est là où toute la transparence prend tout son sens en général quand justement ça ne va pas, hein. C'est là où la transparence est de la transparence. Avant, t'as pas besoin d'être transparent quand tout va bien en général. C'est un argument de vente. Ouais, ouais. Mais t'as ça, t'as aussi, si on doit en donner un autre, alors après ça nécessite d'avoir de l'expérience, typiquement, parce que ça, faut savoir l'appuyer, mais il faut savoir dire non, en fait. Voilà. Ça veut pas dire d'envoyer bouler tout le monde, hein, bien sûr, mais c'est de savoir dire là, je pense que c'est une connerie de faire ça. Tu vas te dire, voilà. Et il dit, je pense que c'est une connerie parce que ça, et moi j'irais plutôt sur ça. Après, peut-être que ton client, il va te dire, ok, bah merci pour le feedback, mais d'expérience, moi je veux quand même faire ça, on y va et j'assume, tu vois. Mais c'est important, je pense, d'avoir l'expérience, l'expertise qui permet de dire, non, j'entends, là, ok, je peux prendre 2000 balles parce que tu me demandes de gérer ça, machin et compagnie, mais pour moi, c'est une connerie. Voilà. Et du coup, là, tu vas créer de la confiance et jouer long terme, en ayant dit non et en ayant refusé de faire un truc. Voilà. Moi, c'est m'arrivé ça. J'avais une cliente, elle était sur un truc qui voulait à tout prix, c'était un projet de dev à la base. Ils voulaient à tout prix faire des petits devs, des machins, des trucs en plus techniques, machin, sur leur site de vente en ligne. Mais ils n'avaient pas des masses de budget. Je leur ai dit, il faut partir sur faire du market. À un moment donné, il n'y a personne qui vient sur le site. C'est pas en ajoutant des fonctionnalités que il y a des gens qui vont apparaître. Il faut aller faire du market, etc. Alors ici, ils sont pris trop tard. C'est une boîte qui a fermé au final parce qu'ils n'ont pas voulu déclencher le market assez vite. Mais ajouter une méthode de livraison quand tu en as déjà 3 et que tu as 5 passages sur le site par jour et des prix pas compétitifs et un business qui est pas compris par les gens, ça ne sert à rien. Voilà. En revanche, je pense que j'aurais pu faire sur ce projet en un an peut-être 7 ou 8 000 balles de dev, tu vois, que j'ai refusé systématiquement. Bah, un an après, c'est des gens qui ont lancé un nouveau projet avec des fonds, etc., sur autre chose. On a fait un contrat SEO plus tech de 30 000 euros. Et ils sont venus voir que nous. Parce qu'ils se sont dit que même quand on pouvait leur prendre du blé, si on considérait que ça servait à rien, on leur apportait du conseil et ils le faisaient pas. Voilà. Mais après, ça nécessite d'avoir un peu de recul, de pas être en mode aller chercher le moindre truc tout le temps. Et voilà. Mais ça fait partie. Savoir dire non, ouais, je pense que c'est un vrai tips à avoir. Voilà. Merci beaucoup. Je sois énormément, moi aussi. J'ai même sur des prospects en général qui arrivent avec des business qui sont pas du tout faits pour le SEO. Je leur dis bon, honnêtement, ça sert à rien qu'on travaille ensemble. J'aurais pas d'apport pour vous. On va pas pouvoir augmenter le trafic. Il n'y a pas de mots-clés. Votre business, c'est un business trop particulier. Voilà, ça n'existe pas. Donc, voilà. C'est une presta qui te pète à la figure pas longtemps après en général, si t'as le Très malheur de souvent, l'accepter. ouais, t'auras pas de résultat, donc bon, anyway, à long terme, ça ne marchera pas. Sur ce, on va pouvoir tranquillement clore cette interview. Juste avant, je vais vous rappeler que abonnez-vous à la FEPSEM. Venez, prenez votre adhésion, Ouais. quoi. Passez votre Caseo, passez votre CZO.
on est là pour ça quand même. Yes. Faites-vous kiffer, venez à la FEPSEM à Paris en 2025. On sortira la vidéo avant. Voilà, on y va, on participe à la FEPSEM, on fait kiffer. À chaque fois, il y a du beau monde. Moi, je kiffe. Dès que je suis en France, je passe à tous les événements que je peux. C'est toujours un bon moment. Et après ça, après ce petit message, je laisse le dernier mot de la fin pour toi, Patrick. Fais-toi plaisir. Tu peux nous faire toi aussi soit un message de bienfaiteur qui donne un dernier grain de valeur à nos jeunes consultants, soit un message de propagande en tant que chef de la FEPSEM. Alors, j'aime pas le mot propagande, Je sais. parce que je crois fondamentalement en tout ce que je dis et c'est pas pour formater les gens. Non, mais tu sais quoi, à propos de, on va rebondir sur ce mot propagande qui est pas mal, c'est ne vous laissez pas avoir par les gens qui vous vendent des formations pour devenir un truc. Voilà. C'est ou croisez-en plusieurs, ou prenez des vrais retours de gens que vous connaissez qui les ont déjà faites, etc. Mais ne croyez pas à ce qui sort sur Twitter dans tous les sens, sur les mecs qui vous racontent qu'ils font des milliers d'euros, etc. Sur LinkedIn, pareil. Sur ces trucs-là, sachez que sur LinkedIn, les 3 quarts des réactions, c'est du pod, c'est des choses comme ça. Voilà, ne vous laissez pas impressionner par ce miroir aux alouettes. Ça, c'est quelque chose, je pense, qui est vraiment important parce que sinon, vous serez déçus. Pour tous ceux qui se lancent et vous dire mais je comprends pas, machin, il a 50 commentaires à son truc. Oui, c'est de la manipulation d'algo aussi. Les 3 quarts du temps, ou regarde qui c'est qui réagit à son truc, bah en fait c'est un freelance qui a partagé un template d'audit de SEO, puis bah en fait c'est 50 autres freelances qui ont demandé à avoir le même audit, c'est pas 50 clients. Voilà. Ça, c'est important de le regarder aussi parce que très souvent c'est ça. Voilà, soyez pas surpris, c'est quelque chose qui prend du temps, il n'y a pas de miracle, désolé. Le côté de tu fais un truc, ça décolle tout de suite et t'en chies pas. Non, ça n'existe pas. Il y a un moment, je vais pas vendre vu que j'ai rien à vendre dans ce domaine, je vais surtout pas dire que c'est un truc facile et que tout arrive en 3 coups de cuillère à peau et puis que tu fais un bootcamp avec je ne sais qui sur une dizaine de sessions et que derrière tu peux vendre ton truc. Non, ça n'existe pas. C'est un métier de plus en plus concurrentiel, qui nécessite de plus en plus d'expertise, une expertise de plus en plus large, surtout avec l'arrivée de l'IA. C'est pour ça que on a mis aujourd'hui le salon là du 31 janvier dont tu parles, il est sur Search is Everywhere avec des moteurs de recherche ailleurs que dans Google. Comment est-ce qu'on manipule GPT? Comment est-ce qu'on va manipuler le moteur de recherche LinkedIn, le moteur de recherche Amazon, YouTube, TikTok, de l'Ads, du SEO local, et normalement j'ai rien oublié. Et voilà. Si vous voulez vous former pour pas trop cher, allez voir les vidéos sur la chaîne de la FEPSEM, clairement. Pourquoi? Parce que c'est des vidéos qui ont été validées par d'autres professionnels qui font le même métier que vous, ou le métier que vous voulez faire demain. Et là, il y a une vraie crédibilité. Voilà. Utilisez vraiment la FEPSEM comme source de contenu neutre si vous voulez vous former. Voilà. Ça peut être vraiment, je pense, un tips auquel je crois fondamentalement. C'est contrairement à tout un tas d'autres sources, il n'y a pas d'intérêt business derrière. Voilà. La FEPSEM, son seul intérêt, c'est de continuer d'exister en payant ses frais de fonctionnement et en investissement sur la visibilité pour la communauté. Voilà. C'est ça l'aspect économique derrière la FEPSEM, c'est qu'on puisse continuer à faire soutenir et faire vivre cette fédération. Voilà. Mais tu prends un événement organisé aussi bienfaisant est-il l'air par quelqu'un qui a une boîte et qui fait un événement pour sa boîte, il y a forcément un biais derrière, business. C'est que tu mets en avant des gens qui vont un peu plus parler de ton produit, qui vont croire en ton produit, etc. Et tu n'as pas cette neutralité dans l'information. Et ça, c'est hyper important. Et ça, c'est un biais qu'il n'y a pas sur la FEPSEM. Et du coup, les contenus que tu vas aller trouver sur la chaîne YouTube, typiquement, là, tu vas avoir de la vraie qualité. Et ça, je pense pas qu'il y ait beaucoup d'endroits où tu puisses avoir cette notion de neutralité qui va te permettre de faire ton propre point de vue. Et c'est important. Bien sûr que c'est des gens qui ont leur business, ils vont glisser un truc à eux dedans de temps en temps, mais la ligne éditoriale globale, elle est vraiment neutre.
Et ça, c'est hyper important. Et les gens qui vont publier, que ce soit une vidéo, que ce soit un article de blog, en fait, ils prennent le risque de se faire déglinguer par tout le monde si leur truc, il est truffé de fautes ou il est juste pour mettre en avant leur service, quoi. Voilà. Donc ça, c'est... voilà. Basez-vous sur des sources neutres et sachez reconnaître les sources neutres et objectives. Je pense que c'est dans un monde comme celui du marketing, c'est peut-être le point le plus important. Ça fait pas vendeur de rêve, je sais, mais c'était un peu l'idée. Je voulais pas faire un truc en mode vendeur de rêve, tu vois, dans ce point qu'on allait faire. Je voulais parler vrai. Oui, il y a des trucs où t'en chies, ouais, tu peux t'éclater, mais c'est pas simple et faire croire que c'est simple, c'est pas cool. C'est pas le vrai. Voilà. Bah, écoute, merci pour ce mot de la fin, Patrick. C'était super cool de t'avoir aujourd'hui. Je pense que tu as été vrai. Et ça m'a fait plaisir d'avoir cette discussion. Je vous souhaite tous une bonne journée sur YouTube. Continuez de streamer toutes les autres vidéos sur la chaîne de la FEPSEM.